Bienvenue à toutes et à tous sur ce plateau spécial. Le 30 août 2023, les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités et mis fin au régime d'Ali Bongo Ondimba. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions, après consultation des forces vives de la nation, a mis en place une transition politique qui devrait durer à peu près 2 ans et dont le chronogramme prévoit la tenue d'un dialogue national inclusif où toutes les forces vives de la nation représentées vont discuter des meilleures options politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales à inscrire dans une nouvelle constitution qui sera soumise à l'approbation du peuple gabonais à travers un référendum. Nous sommes reçus ce jour par le Conseil des notables et dignitaires de la nation et le collectif des sages du Gabon. Messieurs, bonjour. Nous sommes avec Monsieur Paul Malékou. Vous avez été plusieurs fois ministre d'État et membre du premier collège de la Cour constitutionnelle mis en place au lendemain de la conférence nationale. À vos côtés, Monsieur Eugène Revangué, qui a été également haut fonctionnaire pendant de longues années. Monsieur, bonjour et merci de nous recevoir. Merci. Première question, Monsieur Paul Malékou. Pourquoi était-ce important d'instaurer une transition au Gabon? Cette question pourrait être posée à tous les Gabonais qui sont nés après 90, instauration du multipartisme. Pourquoi cette nécessité de convoquer un dialogue national et inclusif? C'est parce que nous tous, aussi bien les jeunes générations que nous, qui sommes des fossiles de la vie administrative et politique du Gabon, savons que toutes les grands-messes qu'on a tenues après la conférence nationale de mars-avril 1990, les accords de Paris avec la paix des braves, de feu Pierre-Louis Agonjo, le dialogue d'Angoundji, le dialogue d'Arambo, la concertation politique qui était prévue avant les échéances normales des élections, nous avons tiré de tous ces rassemblements un diagnostic globalement pessimiste. Parce que les souvenirs du détournement de l'esprit et de la lettre de la conférence nationale nous ont encore laissé des traumatismes. Les participants aux accords de Paris gardent au travers de leur gorge les traumatismes qu'ils en tirent. Bref, tous ceux qui ont pris part à ces différents dialogues ou accords ont estimé qu'ils ne sont pas arrivés, que ces différents dialogues n'a pas produit les résultats escomptés qu'ils étaient en droit d'escompter. Alors, M. Revangué, un diagnostic pessimiste, nous dit M. Paul Malékou. Quelles peuvent en être les raisons? Quelles peuvent en être les raisons? De ces différents dialogues organisés à tour de bras, mais qui finalement n'ont pas produit les résultats que les participants étaient en droit d'escompter. Écoutez, c'est simple. Toutes ces réunions ont été convoquées
par une autorité en place. Donc cette autorité pouvait décider de prendre ce qui lui plaisait et laisser tout le reste. Donc c'est pour cela, au départ, on pensait que cette fois-ci, comme c'est un coup de libération, que le peuple a entériné, parce que ça a eu un impact sur toute la population. Donc, le pouvoir, à partir du moment où il n'y avait plus d'institutions, le pouvoir revenait automatiquement au peuple. Mais c'est l'armée qui a rendu ce service au peuple pour remettre le pouvoir aux nouvelles autorités qui pourront être élues. Donc, cette transition est nécessaire, encadrée par l'armée, et sous certaines conditions, nous sommes disposés à conduire, à accompagner l'armée dans la réussite de cette transition. Justement, vous êtes bien placé parce que bien avant le processus électoral qui a eu lieu en août, vous faisiez la proposition d'une transition. Effectivement, nous faisons cette proposition après avoir vu les pour et contre et comment y arriver. Quels étaient les pour et les contre, M. Revangué? Oui. Quels sont les éléments, vous, qui vous ont permis de penser qu'il fallait justement une transition? Mais c'est que nous sommes arrivés à un moment où toutes les institutions étaient sclérosées. Aucune institution, malgré ce que disait le Premier ministre de l'époque, que toutes les institutions fonctionnent, ils ne sont pas prêts à passer le relais, mais on a constaté que déjà, le fait de ne pas appliquer les dispositions prévues par la Constitution en cas d'empêchement du président, c'est un blocage. Donc, tout ça, ça n'a pas été fait. Et nous avons, à partir de ce moment, dit non, au lieu de continuer dans ce marasme, arrêtons-nous un moment, proposons qu'il y ait une transition au lieu d'aller à des élections où nous allons encore avoir des pertes en vie humaine. Voilà un peu dans quel objectif nous avons fait cette campagne pour éviter qu'il y ait encore des Gabonais qui périssent après chaque élection présidentielle. Alors, comme on le dit, ce qu'un jeune voit debout, un vieux assis voit beaucoup plus loin. Finalement, les militaires vous ont suivi, ils ont pris leurs responsabilités et ils ont mis un terme à ce qui apparaissait comme une mascarade électorale. Aujourd'hui, à quelques jours du dialogue national dit inclusif, pensez-vous qu'il est suffisamment représentatif? Bien, il faudrait d'abord remarquer qu'il y a une constante qui a marqué la vie de la nation, la vie politique du Gabon depuis 1990. Cette constante se décline en un seul phénomène. C'est qu'à l'issue de chaque élection, il y a des drames. Même si vous êtes jeune, mais votre père a connu ça. En 1993, il y a eu des drames. Lors de la première élection présidentielle. Mais comment l'expliquer, M. Malekou, justement, une élection, la première élection présidentielle issue de la conférence nationale où toutes les forces vives de la nation se sont retrouvées et où ont été faites des propositions. Et quand on arrive à la première élection présidentielle, on se retrouve face à ces drames. Sauf tout le respect que je dois à toutes les autorités qui ont gouverné ce pays, nous n'avions pas affaire à des hommes politiques. On avait affaire à des joueurs de football qui étaient maîtres
dans l'art de dribbler le peuple. Même lorsqu'on s'était mis d'accord sur un format déterminé, mais malheureusement, le pouvoir échouait toujours à ceux-là qui avaient l'habilité de dribbler le peuple, à ceux-là qui, comme moi, croyons naïvement que chaque réunion convenue d'avance et dont les conclusions étaient acceptées par tout le monde, nous pensions naïvement que ça allait améliorer. Mais on a été tous dribblés, on a été tous bluffés par nos hommes politiques, que nous croyons être des hommes politiques, mais qui n'étaient que de grands dribbleurs. Monsieur Eugène Revanguet, je me tourne vers vous, vous qui avez déjà pensé à une transition. Avez-vous pensé justement aux mécanismes qui permettraient justement d'éviter les errements du passé? Mais les mécanismes, c'est quoi? C'est-à-dire, nous avons pensé que les Gabonais devraient se retrouver pour échanger entre eux et redéfinir leur vivre ensemble. Nous avons pensé que pour cette opération, il faut impliquer au départ toutes les provinces. C'est pour cela que nous avons envisagé qu'il y ait une assemblée constituante dont les délégués à la constituante sont désignés à partir de leur province d'origine pour avoir une certaine légitimité pour se prononcer au nom du peuple gabonais. Parce qu'aujourd'hui, nous considérons que le peuple gabonais a repris ses pouvoirs et, encadré par le CTRI, on peut sortir de bonnes choses. Après les débats, toutes les résolutions pourront être exécutoires parce que décidées par les Gabonais. C'est comme ça que nous avons analysé les choses à un moment donné. Bon, nous n'allons pas revenir sur ce qui a été déjà fait, mais nous disons que tous les problèmes qui pourraient être posés dès qu'il y aura une assemblée, une mise en place d'un forum, quel qu'il soit, il faudrait que ce forum se définisse d'abord par lui-même. Les gens qui sont rassemblés, qui disent nous voulons faire soit une conférence souveraine, soit un dialogue, ou bien mettre des assises en place. Il faudrait qu'ils se définissent d'abord eux-mêmes parce que c'est le peuple qui veut s'organiser. Donc nous pensons que ces gens-là qu'on va inviter doivent d'abord opter quelle est la nature de leur assemblée. Et à partir de ce moment, ils savent comment ils peuvent s'organiser avec, si c'est une constituante, il y aura toutes les commissions d'une assemblée parlementaire. Donc avec des gens qui sont délégués, qui ne sont pas des parlementaires, mais qui sont des délégués à la constituante. Donc, il y aura une commission certainement pour la Constitution, une commission pour ceci, une commission pour cela, et pourquoi pas ne pas envisager en même temps, concomitamment, une commission vérité, justice, réconciliation. Oui, et réparation et réconciliation. Pourquoi pas? Justement, on le sait, ça a été l'un des points de discorde dans le cadre de la préparation, finalement, de ce dialogue. Monsieur Malekou, quelles peuvent être les conséquences ou quelles ont été les conséquences pour les grandes rencontres qui avaient été organisées auparavant? Écoutez, je ne vais pas prêter des intentions au chef de la transition. Je crois qu'il a positivé sur ce point particulier. Je convoque un dialogue national et inclusif, mais il n'y a pas de domaine tabou. Que le peuple réuni en dialogue
eh bien, discute de toutes les questions. Et je crois qu'il a confirmé ça à certaines occasions, dont certains d'entre vous, je pense, avaient été témoins. Parce qu'il n'y a pas longtemps, le président de la transition a reçu la même composante que celle qui vous reçoit aujourd'hui, une délégation du collectif des sages du Gabon et du conseil des notables et dignitaires de la nation. Je crois qu'il leur a dit, écoutez, c'est normal, mais ce n'est pas ici qu'il faut poser cette question. Posez la question quand vous allez vous retrouver en dialogue national et inclusif. Il n'y a pas de question taboue. Même si vous mettez les militaires là-dedans, nous, militaires, on est disposés, on est ouverts. On le sait quand même, il y a des questions qui ont quand même suscité quelques controverses. On parle de la participation des partis politiques, et notamment de l'ancien parti au pouvoir. On le sait, votre position était de suspendre les partis politiques. Maintenez-vous cette position ou bien a-t-elle évolué? Pour dire qu'elle évolue, effectivement, nous avons souhaité la suspension des partis politiques. Parce que pour nous, aujourd'hui, les partis politiques viennent plutôt pour des raisons de préparation des prochaines échéances, alors que nous n'avons pas encore de constitution. Parce que toutes les toutes les institutions de la nation partent de la Constitution. Nous n'en avons pas. Comment on peut penser élection alors que nous n'avons pas encore rédigé notre Constitution? Donc, nous pensons que le temps de la transition sera défini par les assises. Parce qu'il faudrait qu'on regarde bien ce que les Gabonais veulent pour avoir comme constitution. Les valeurs que les Gabonais veulent qu'on mette dans leur constitution. Je vous prendrai un cas simple. Chez nous, dans nos habitudes, dans toutes les communautés gabonaises, la parole donnée est sacrée. C'est une vertu. Celui qui ne respecte pas la parole donnée est mis au banc des actes, enfin au banc de la société, voire devient paria. Alors que chez les Occidentaux, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Vous voyez qu'il y a vraiment une opposition de la conception de la vie entre l'Occident et les Africains, rien que pour cette histoire de parole donnée. Donc, nous voulons que la constitution qui va venir soit conçue par les Gabonais, écrite par les Gabonais, et qu'elle serve aux Gabonais le plus longtemps possible. Ce n'est pas subir des modifications à l'image de quelqu'un qui veut se maintenir au pouvoir. Voilà un peu notre objectif. Justement, M. Paul Malécou, une constitution qui soit à l'image de ce que veulent les Gabonais, on le sait, dans nos valeurs également, le dialogue est l'une des valeurs cardinales lorsqu'on est en Afrique. Qu'est-ce qui peut faciliter la réconciliation avec ceux qui avaient la gestion hier? Est-ce que c'est uniquement la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, ou bien vous vous dites aujourd'hui que vous êtes confiant que, comme on dit, le dialogue a ses vertus et que c'est en dialoguant finalement que les Gabonais peuvent retrouver un mieux vivre ensemble? Bien, même si je dois me référer à l'ancienne devise du parti-État de l'époque, dialogue, tolérance et paix, vous avez prononcé un mot. Vous avez parlé de confiance. La confiance
c'est l'antidote du faux, du mensonge. Et je pense que le premier élément, le premier ingrédient qui devrait présider au prochain dialogue national et inclusif devrait, un, nous faire confiance les uns aux autres. D'abord, aux promoteurs de ce dialogue, c'est-à-dire au CTRI. Nous faire confiance à nous qui allons participer à cette grand-messe populaire. Ce que dit l'autre, c'est vrai. Il ne me cache pas la vérité. Troisième élément, c'est la tolérance. Bon, même si moi je pense aujourd'hui que ça doit être blanc et que lui dise que ça doit être rouge, il faut qu'on se mette à table, qu'on se regarde entre quatre yeux et qu'on arrive à nous comprendre. S'il cède sur un point, moi, il faut que je sois dans l'obligation de céder sur un autre point. C'est ça le sens que nous, qui avions conçu le Parti démocratique gabonais en 1968, c'est ça qu'on avait voulu adjoindre à l'État comme devise politique, l'union, travail, justice. Alors, Monsieur Eugène Revanguet, je me tourne vers vous. La tolérance, finalement, c'est une valeur qu'il va falloir cultiver au cours de ce dialogue. Est-ce que c'est cet élément qui a favorisé finalement l'intégration des hommes de Dieu à majorité dans le bureau du dialogue? Ben, vous savez que il peut y avoir tolérance, mais il faudrait que les gens reconnaissent au moins qu'ils se sont trompés. Qu'ils essayent, c'est pas demander pardon pour la forme ou pour ces militants, mais demander un véritable pardon après avoir reconnu les erreurs qu'ils ont commises. Mais si on ne reconnaît pas les erreurs, on croit qu'on a toujours bien fait, bon, on ne peut pas pardonner quelqu'un qui ne demande pas pardon. On ne lui force pas de demander pardon, mais sa conscience doit d'abord l'amener à changer des habitudes. Parce qu'il y en a qui ont adopté certaines habitudes quand même qui ne sont pas dans nos us et coutumes tolérées. Donc, on ne peut pas refuser. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la conduite de la transition, vous constatez que finalement, ces habitudes, ces comportements sont encore présents? Mais quand vous voyez la réaction de certains partis politiques, je ne sais pas quel est votre point de vue, mais nous avons... Nous sommes neutres, monsieur Eugène. Vous êtes neutre, oui, mais nous avons quand même des appréhensions pour dire est-ce que ces partis politiques-là ne vont pas saboter les assises? Voilà notre inquiétude. Nous voulons vraiment une réussite de ces assises. Et je le répète, nous sommes prêts à encadrer, enfin, être, avec l'encadrement du CTRI, d'aller jusqu'au bout. Et je persiste à dire que ce sont les Gabonais d'abord, parce que la communauté internationale nous a abandonnés depuis 2018. Pourquoi se précipite-t-elle maintenant pour venir nous donner des leçons? Vous serez favorable que la transition soit prolongée? Mais c'est pour ça que j'ai dit que ce sont les assises qui vont déterminer le temps de la transition, compte tenu du travail à faire, parce qu'il faudrait que nous sortions une constitution qui répond aux impératifs des Gabonais. Une constitution qui répond aux impératifs des Gabonais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par là? Quels peuvent être les éléments prioritaires des impératifs des Gabonais?
Mais les éléments prioritaires, nous sommes partis, par exemple, aujourd'hui, on fait toujours référence à la Constitution de 1991, qui est évidemment un copier-coller de la Constitution française de 1958. Mais au moins, elle a été reformulée selon la volonté d'une majorité des Gabonais. On peut partir de cet élément pour essayer de revenir à un ordre constitutionnel très rapidement si on s'appuyait éventuellement une première fois dans la Constitution de 1991 réadaptée à la situation actuelle. Donc, sans qu'on ait une constitution bien assise, je crois que tout ce qu'on fait là, c'est un peu, on s'aventurer dans l'inconnu. Tenir compte de la Constitution de 1991, d'ailleurs, c'est cette Constitution qui est en vigueur. C'est la fin de cette première partie. Messieurs, nous revenons dans quelques instants pour une deuxième partie. Nous sommes dans la deuxième partie de ce plateau spécial en compagnie de M. Paul Malécou, représentant le Conseil des notables et dignitaires de la Nation, et M. Eugène Revangué, représentant le collectif des sages du Gabon. Alors, M. Eugène Revangué, on a constaté qu'à la suite de l'organisation des différentes rencontres politiques, un aspect a toujours été pointé du doigt, c'est celui de l'amélioration du système électoral. Finalement, s'agit-il du système électoral? Est-ce que c'est le système électoral qui pose problème ou bien il s'agit d'un problème d'homme? Vous l'avez dit, hein, je crois que c'est un problème d'homme. Parce que rien ne permet à une personne de décider de renverser les résultats d'une élection. Et ça s'est toujours fait ici. Celui qui gagne, on le porte perdant, et parfois avec des manipulations grossières, comme on en a connu en 2016, avec l'élection de Champigny. La communauté internationale, pour la première fois, l'Union européenne, a fait un rapport objectif disant qu'Ali Bongo n'avait pas gagné des élections. Mais tout ce qui s'est passé, cela n'a pas empêché la Cour constitutionnelle de proclamer Ali Bongo vainqueur. Et ça, c'est une question de personne. Ce n'est pas le système électoral, puisque le système électoral nous a toujours prouvé que le vainqueur, c'est celui qu'on déclare perdant en Afrique. Et ceci a une cause, parce que nous évitons de placer chaque mot à sa place. Nous sommes des Africains. Nous avons été colonisés par la France. Et dans tous les pays africains, c'est à peu près le même scénario qu'au Gabon. Monsieur Eugène Revangué, vous ne voulez pas qu'on parle de ça? On constate quand même que dans d'autres pays africains, également colonisés par la France, là-bas, ils arrivent quand même à mettre en place ou respecter certains principes démocratiques. Donc, quelque part, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de la responsabilité des Africains eux-mêmes de pouvoir faire respecter leur volonté? Bon, je vous dis que nous avons tous été formés, pour la plupart en Europe et notamment en France. On nous a appris d'être des fonctionnaires pour servir d'abord les colons avant que nous ne soyons indépendants. Et aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'ils sont là pour servir les chefs d'État et non au service des citoyens gabonais. C'est pour cela qu'il y a tous ces dérapages, parce qu'on nous tient même, enfin, on nous ridiculise même. Les gens qui nous donnent des conseils pour faire en sorte que la personne élue ne soit pas déclarée élue, mais la personne désignée par le président de la France
je ne sais pas si je signe mon arrêt de mort aujourd'hui, mais le président de la France, c'est lui qui nomme les présidents des pays africains. Et le peuple sénégalais a une autre formation que nous n'avons pas eue. Parce que déjà, au départ, c'est des gens comme les Senghor qui ont dirigé le Sénégal, qui avaient une autre culture, une autre compréhension, la compréhension africaine et la compréhension occidentale. Ils ont réussi à placer dans la succession des gens capables de se succéder. Et aujourd'hui, capables des jeunes, de se succéder. Oui. Monsieur Paul Malécou, je me tourne vers vous. Est-ce que les institutions finalement africaines ne seraient pas assez fortes pour garantir la démocratie? Il faut d'abord, à mon humble avis, distinguer de quelle démocratie on parle. La démocratie votive à l'occidental ou la démocratie vraiment consensuelle, voulue par tout le monde. Je ne vais pas répéter ce que mon collègue a dit. Quand vous entendez parler des Occidentaux de démocratie dans un pays donné, ça veut dire que ce pays marche selon les intérêts de nos anciens colonisateurs. Monsieur Paul Malécou, est-ce à dire que la démocratie votive est incompatible avec la démocratie consensuelle? Ça ne devrait pas être incompatible. Et là encore, c'est une affaire d'homme. Et là encore, c'est une affaire de confiance. Et là encore, il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter le faux. La constante de la vie politique gabonaise, à partir de 1990, c'est le faux. À chaque occasion politique qui est donnée au peuple gabonais de choisir ses dirigeants, mais à chaque occasion, c'est pas celui que le peuple a choisi qu'on proclame comme gagnant. C'est au contraire le contraire de celui qui est vomi par le peuple qu'on élève au nu. Il s'agit d'une affaire d'hommes. Le faux, parfois, prend le dessus lorsqu'il s'agit de certaines élections. Est-ce que, finalement, le changement d'acteur peut être positif pour que, finalement, on connaisse cette véritable démocratie dans laquelle celui qui est choisi par le peuple gabonais, c'est celui-là qui dirige aux destinées de ce peuple? Je crois que c'est l'objectif visé par le dialogue national et inclusif. C'est pour arriver justement à changer de paradigme et de personnalité, qu'on se réunit tous et qu'on se met d'accord, qu'on doit se mettre d'accord sur des critères admis par tout le monde pour désigner tel ou tel à telle fonction ou à telle autre fonction. Est-ce que vous êtes en train de dire finalement que si on arrive à arrêter des critères admis par tous, comme cela s'est fait par le passé, et ce qu'on a constaté justement de façon empirique, c'est que par la suite, vous avez parlé du dribble, certains qui ont dribblé les autres, il faudrait s'assurer d'un nouveau personnel administratif et politique pour garantir le respect de ces principes? C'est ce vers quoi on devrait viser. Et naïvement, je crois qu'on devrait pouvoir arriver à changer et les paradigmes et les personnes, à condition que nous nous mettions d'accord
à condition que nous nous faisons confiance les uns aux autres. À condition que nous vous êtes d'accord avec nous se astreignons. mettre d'accord, se faire confiance. Il y en a qui ont fait confiance par le passé et qui ont été désabusés. Dribbler. Moi, je crois qu'on peut réussir à faire quelque chose s'il y avait une alternance dans les postes occupés. Quelqu'un qui fait des bêtises, il faudrait que les gens prennent le courage de le mettre à côté et tester une autre personne. Au fur et à mesure que les gens défileront, il y aura quelqu'un qui fera son travail correctement et qui permettra aux autres qui vont venir derrière lui de ne plus se tromper grossièrement, comme on a modifié les résultats de l'élection présidentielle de 2016 à Franceville. Mais c'est la personne qui fait ça qui est ridiculisée devant le monde entier. Ce n'est même pas un souci des Gabonais, mais c'est qu'on prend les Gabonais pour des idiots, des gens qui ne valent absolument rien, parce qu'une telle façon de modifier les résultats d'une élection avec des pourcentages jamais égalés nulle part ailleurs, mais c'est quand même... dites-moi que c'est pas illégal. Donc, vous voyez des situations comme ça, et ce qui nous conseille de faire, ce sont les premiers à dire que voilà, ils ne valent rien. On nous considère toujours comme des petits-enfants, on n'est pas mature, on vient, on prend des Africains et d'autres pays africains qui sont naturalisés américains ou français, qui viennent nous donner des conseils comment rédiger notre constitution. Alors, vous trouvez ça normal ? On peut aisément penser que, justement, l'occasion du dialogue, c'est de permettre de relever tous ces éléments-là. Monsieur Paul Malekou, est-ce que vous pensez, finalement, qu'il serait aussi important de mettre certains verrous au sein de la Constitution ? Mais parfaitement. Mais parfaitement. À quoi pensez-vous ? Ben, il y a, j'espère que je ne dévoile aucun secret, il y a des verrous qu'on peut mettre dans une constitution. Par exemple, dire que la forme républicaine de l'État, le nombre des mandats, la durée des mandats, arrêtés par la loi fondamentale, ne devrait faire l'objet d'aucune modification. Et que celui qui fait ça, ben, il doit être poursuivi pour haute trahison. C'est fini, c'est verrouillé. Or là, on a modifié, on voulait modifier. Vous êtes jeune, mais souvenez-vous de la période d'Akomamba, quand on voulait faire du Gabon, Akomamba, quand on voulait faire du Gabon un royaume. Verrouiller, la forme de l'État, comment on va... Il faut verrouiller ça. Vous êtes d'accord, effectivement, verrouiller certains aspects de la Constitution ? Mais c'est l'objectif même que nous avons proposé dans la révision de la Constitution de 1991. On l'a réécrite pour essayer de mettre ces verrous. Donc, de ce côté, nous sommes parfaitement d'accord. Vous savez, la pérennisation des postes, quelqu'un qui occupe un poste pendant 30, 40 ans, finit toujours par croire qu'il a beaucoup fait et il n'y a que lui seul qui peut le faire. Mais l'alternance permet aux gens de rectifier les tirs parce qu'ils savent que s'ils partent de là, les autres vont les juger. Donc, ils feront attention, les détournements là vont disparaître parce qu'on sait toujours qu'à telle période, il y aura un changement. Mais si nous posons des actes incontrôlés, nous aurons à justifier pourquoi nous avons posé ces actes-là. Donc, moi, je crois que l'alternance, ce n'est pas quelque chose de mauvais. On dit que chez les Africains, bon, le chef reste longtemps, mais aujourd'hui, avec la démocratie à l'occidentale que nous avons héritée, il faudrait qu'on respecte la durée des mandats une fois pour toutes. Il ne faudrait pas que ce soit le jeu du président qui vient au pouvoir. À côté du respect des mandats présidentiels au plus haut sommet de l'État, il y a quand même ces Gabonais qui sont parfois oubliés
ce sont les dernières couches de la population, de la société et ceux qui vivent en milieu rural. Depuis les accords de Paris, si ma mémoire est bonne, on parle de décentralisation, ce qui est toujours une vie de l'esprit aujourd'hui. Dans les propositions que vous avez faites, M. Paul Malécou, est-ce que la décentralisation occupe une place de choix? Oui, il ne faut pas que la décentralisation soit un mot vide de sens. Dans les discours électoraux, oui, il faut décentraliser, mais il faut décentraliser pas seulement les personnes, les nommer président de tel département. Non, il faut décentraliser aussi les moyens d'État. Moi, j'ai fait en d'autres occasions une démonstration selon laquelle, par exemple, le budget de l'État gabonais, je sais pas, pour l'exercice de l'année prochaine, mettons 4 milliards. C'est faux. Parce que 4 milliards, ce n'est pas le budget de l'État gabonais. C'est le budget de l'État central, mais aussi des collectivités décentralisées. Mais est-ce qu'on leur restaure de la part des moyens qui ont été votés par l'Assemblée nationale? Non. Ces pauvres présidents, ces pauvres maires, il faut qu'ils viennent à Libreville, s'agenouiller auprès du ministre du budget, voilà, pour que je puisse payer le fonctionnaire à la fin du mois. Il faut me donner ça. Ils font des navettes. Vous serez favorable à ce qu'on inscrive la décentralisation dans la Constitution? Affirmatif. Elle y est déjà, mais elle n'est pas exécutée. Elle n'est pas mise en œuvre. Finalement, M. Eugène Revanguet, est-ce que la décentralisation, finalement cette délégation de pouvoir, ne faisait-elle pas peur aux gouvernants de l'époque? Mais écoutez, la décentralisation, même à l'époque coloniale, j'ai été receveur-précepteur à Mula. Tous les crédits qui étaient destinés au budget de la Guinée et de la Nyanga étaient gérés à partir de la région de Mula, où j'étais le receveur-précepteur. Donc il y avait déjà une décentralisation, une déconcentration au niveau de l'État. Mais il y avait aussi des communes qui avaient leur budget autonome, des collectivités locales. Mais chaque fois, le budget des collectivités locales était mis à la disposition du préfet ou de la région qui était l'administrateur des crédits, et il y avait toujours le comptable public qui était l'agent du Trésor. Donc tout était géré, tous les crédits, ça ne se concentrait pas ici à Libreville. Mais lorsqu'on a tenté d'informatiser, on a voulu que tout soit contrôlé à partir de Libreville. Et voilà comment la déroute est arrivée dans notre pays, où la masse d'argent était tellement importante ici, aux mains de quelques privilégiés, et qui en faisaient leur affaire, au lieu de l'envoyer dans les provinces qui les utilisaient. Moi, j'ai par exemple un dispensaire dans ma province là-bas. Je vis dans l'eau, mais il y avait une voiture qui était affectée là-bas, qui consommait de l'essence. Enfin, cette voiture marchait sur l'eau, c'était une voiture amphibie ou quoi. Voilà des énormités que nous vivons dans ce pays. Donc, Monsieur Revanguet, j'ai une question qui me vient. Récemment, on vous a vu, vous avez été reçu par le président de la transition, le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à qui vous avez fait des propositions, 3 propositions de la forme de l'État républicain. Pouvez-vous revenir sur ces 3 propositions et qu'est-ce qui les motive? Ben, écoutez, c'est-à-dire, depuis les indépendances, les Gabonais n'ont jamais eu à choisir le mode de constitution qu'ils voulaient pour qu'il soit conduit. Donc, dans les régimes en Occident, il y a le régime parlementaire où l'Assemblée nationale a un pouvoir parce que le Premier ministre est toujours choisi
dans le parti majoritaire. Donc, là, l'Assemblée a un pouvoir sur le gouvernement, plutôt sur le chef de l'État, parce qu'au moins, les responsabilités sont partagées. Il y a donc le régime parlementaire qui permet, où le président est là, mais toutes les décisions sont prises par le gouvernement. Ça, c'est le régime parlementaire. Il y a le régime présidentiel, comme aux États-Unis. Le président est élu avec son vice-président, mais là, c'est le président qui est responsable devant le peuple, devant le Congrès. Et au Gabon, si nous avons le régime présidentiel, nous pensons que, en fait, le régime présidentiel doit être total, avec un président et un vice-président élus sur la même liste. Ce n'est pas un vice-président nommé qui n'a pratiquement pas de pouvoir réel. Ou bien nous sommes dans le régime parlementaire, donc c'est à partir de l'Assemblée qu'on forme le gouvernement, nommé par le président, etc. Mais nous avons imaginé une autre constitution que nous avions appelée constitution par délégation. Justement, dites-nous en plus, qu'entendez-vous par là? La constitution par délégation, c'est quoi? C'est une constitution à l'africaine basée sur la MAT et le traité de Cancun, je crois, où tout est décidé par consensus. Vous amenez toutes les communautés nationales que vous avez, chaque communauté nationale désigne un certain nombre de représentants pour former l'Assemblée. Et ces représentants désignent leur président par délégation. Ils se choisissent entre leur président et leur premier ministre. Donc, il n'y a pas d'élection à ce niveau-là. C'est le consensus de toutes les communautés pour désigner un tel ou tel autre. Oui, mais dans le contexte où nous vivons, M. Eugène Revanguet, pensez-vous que finalement la communauté internationale, parce qu'il faut bien le reconnaître, hein, on vit dans cette mondialisation, il y a cette communauté internationale qui est là, est-ce qu'elle serait favorable à cette forme de régime? Mais la communauté internationale, justement, si nous ne pouvons pas nous définir nous-mêmes, nous attendons tout de la communauté internationale. La communauté internationale impose sa volonté par rapport à ses intérêts. Il n'y a pas d'amitié là-dedans. Ce sont les intérêts qui marchent. Donc, à partir du moment où on n'aura pas d'élection, ils n'auront pas à corrompre les gens pour dire, bon, c'est toi, tu m'accordes ça, en retour, tu auras ça. C'est ça qui embêterait éventuellement la communauté, qui permettrait à la communauté internationale de nous regarder faire, de négocier avec nous sur la manière d'échange qu'on va établir de part, enfin, disons, partenaire gagnant-gagnant. Mais pour le moment, ce n'est pas ça. Oui. Vous également, je sais que vous faisiez partie de cette délégation, vous êtes partisan de cette forme de régime à l'africaine? Nous avons, partisans ou pas participants, nous avons soumis et nous allons soumettre, dans le cadre de nos contributions, ce choix au peuple gabonais. Bon, beaucoup d'entre nous pensent qu'on n'est peut-être pas encore assez mûr de nous éloigner, pour nous éloigner des paradigmes communément admis dans le monde entier. Mais, quel que soit le type de démocratie que nous pratiquons, mais il faut fonder cette démocratie sur notre souveraineté. Alors, où est notre souveraineté nationale? Si on craint de prendre telle décision, parce que la communauté internationale peut-être pas une crainte, mais la souveraineté peut également s'exprimer à travers le respect des élections ou des choix des citoyens lors des élections. Oui, tout est à la base, justement, de ce respect, du choix exprimé manifestement par la population. Là où certains
système fausse le débat, c'est là où justement il y a des interventions qui sont faites de l'extérieur, sans respect de notre souveraineté, pour nous placer à la tête de nos pays, afin de mieux les manipuler, afin de mieux les exploiter. Des amis à eux. Des amis à eux. Mais, Monsieur Paul Malécou, vous conviendrez quand même avec nous que à l'issue du dialogue national inclusif, une nouvelle constitution sera rédigée et le moyen par lequel le peuple devra se prononcer pour ou contre cette constitution sera encore le vote. Oui. Populaire. Référendum. Donc, c'est M. référendum. Eugène Revanguet, c'est le moyen de consulter finalement le peuple, le vote. Oui. Or, on a l'impression que dans votre proposition, il faudrait mettre de côté le vote. Mais on peut faire l'économie du vote. C'est-à-dire, on demande aux communautés de choisir leurs délégués. Mais c'est un vote, c'est un choix. Donc, ce que nous avons voulu, c'est pas pour l'imposer maintenant. Mais nous voulons que la génération future puisse étudier la possibilité d'avoir une constitution conçue selon les us et coutumes des Africains. Et ça, c'est pour lancer au niveau de l'Afrique tout entière, c'est pas pour le Gabon, qu'on essaie de réfléchir pour avoir effectivement une constitution qui réponde à nos aspirations, à nos coutumes, à notre façon de voir les choses. Voilà, c'est simplement ça. En dehors de ça, Monsieur Paul Malécou, peut-être un message à l'endroit des Gabonaises et des Gabonais qui vous regardent avant de nous quitter? Eh bien, le peuple gabonais est pris actuellement comme une salle de classe. Et il y a le maître qui donne à sa salle de classe un devoir. Bon, voilà. Décrivez-moi comment vous souhaitez que votre salle de classe soit faite. C'est pas moi le directeur de l'école, le chef de classe. Vous. C'est l'exercice auquel, je pense à mon humble avis, le CTRI soumet au peuple gabonais. Quel est le nouveau Gabon, ou le Gabon nouveau, que je vous donne l'occasion de concevoir dans votre tête, vous Gabonais? Là, il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas de gymnastique, il n'y aura pas de dribbling. Et il faudrait que ce peuple gabonais, au travers donc du dialogue et de ce qui adviendra par la suite, puisse lui-même se prononcer en toute souveraineté, en toute liberté, sur le schéma qu'il veut donner à son État, sur le format qu'il veut se donner pour un mieux vivre ensemble, pour un mieux-être. Pour également, citoyen. M. Eugène Revanguet, peut-être un dernier mot à l'endroit des Gabonais qui vous regardent avant de nous quitter. Oui, qu'est-ce que je dirais au peuple gabonais? On est devant nos responsabilités. Donc, c'est l'occasion unique où le peuple gabonais doit se ressouder, être uni derrière le CTRI pour que cette transition réussisse. Faisons leur confiance, parce que si nous changeons entre-temps la tête de la transition, on risque de connaître beaucoup d'autres problèmes. Donc, continuons avec la tête de la transition et essayons de tout mettre en œuvre pour que la transition réussisse pour le bonheur de nous tous.
faire en sorte que la transition réussisse pour le bonheur de tous les Gabonais. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Merci, messieurs. Merci au collectif de sages du Gabon de nous avoir reçus. Merci au Conseil des notables et dignitaires de la nation de nous avoir reçus. Je rappelle que nous étions avec M. Eugène Revangué, ancien haut fonctionnaire de l'État qui a occupé plusieurs hautes fonctions administratives, et à ce côté, M. Paul Malékou, qui a été ministre d'État et également juge constitutionnel dans le cadre du premier collège des juges constitutionnels de la Cour constitutionnelle qui a été mise en place au lendemain de la conférence nationale. Nous discutions donc du dialogue national inclusif à venir. Merci beaucoup de nous avoir regardés et n'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.